Bienvenue dans le débat de France 24. On va s'arrêter ce soir sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a 10 ans, tout juste, les rebelles du M23 s'emparaient de Goma. Eh bien, aujourd'hui, la même rébellion est à seulement quelques kilomètres de la capitale du Nord Kivu. Les civils de la région vivent dans la crainte de nouvelles exactions. Des dizaines de milliers d'entre eux ont déjà été déplacés. La République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir le M23, cette rébellion à dominante Tutsi, ce que Kigali dément. Alors quel est vraiment le rôle de Kigali? L'annonce par le Kenya hier d'envoi de troupes pour stopper ces rebelles pourra-t-elle changer la donne? Quel rôle peut jouer la communauté internationale qui depuis plusieurs jours condamne les actions du M23 dans cette région? On va en débattre avec nos invités ce soir en plateau. Doudou Sidibé, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gustave Eiffel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Par Skype de Goma, Pierre Boisselet, coordonnateur des recherches sur la violence à Ebuteli, une structure partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo à l'université de New York. Pierre Boisselet, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis en Skype depuis Liège, en Belgique, Bob Kabamba, professeur en sciences politiques, spécialiste notamment de cette région et de la résolution des conflits. Et puis on retrouvera un petit peu plus tard, on retrouvera depuis Kinshasa, Raphaël Piret, il est représentant de Médecins sans frontières, mais on le retrouvera un petit peu plus tard dans ce débat. J'aimerais d'abord qu'on aille à Kinshasa faire un point sur la situation sur le terrain. Pour ça, on va retrouver notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. Aurélie, bonsoir. Le M23 poursuit son avancée vers Goma. Quelle est exactement la situation aujourd'hui ? Alors, cette semaine, on observe une relative accalmie dans l'est du pays. Des sources locales nous renseignent qu'elles n'entendent plus de bombardements intenses comme ceux de la semaine dernière. Samedi, le M23 avait pris le contrôle de deux localités, Kiwanja et Rutshuru Centre. Ces deux localités sont stratégiques car elles sont proches de la route nationale 2, un axe qui dessert Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Maintenant, des sources sécuritaires nous expliquent que le M23 progresserait vers le nord de la province en territoire de Rutshuru et les forces armées congolaises, elles, semblent positionnées non loin de la route nationale 2 pour empêcher toute avancée du M23 vers Goma. Pour rappel, le M23 contrôle aussi depuis presque 5 mois maintenant la cité commerciale de Bunagana, située à la frontière avec l'Ouganda, une cité stratégique avec une route commerciale très fréquentée. Pour l'instant, il est difficile d'avoir un bilan humain précis de ces affrontements. Les autorités congolaises parlent d'au moins 10 civils tués selon les Nations Unies. Plus de 70 000 personnes ont fui leur localité pour se réfugier dans des sites de déplacés aux abords de Goma. La communauté internationale appelle à des négociations entre le gouvernement congolais et le groupe armé du M23, mais aussi des négociations avec le Rwanda, car Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir le M23. Les autorités congolaises ici à Kinshasa parlent d'agression rwandaise et multiplient les appels envers la communauté internationale pour lui demander de sanctionner le Rwanda. Kinshasa refuse toujours de négocier avec le M23. Et face à l'avancée du M23, la population, elle, multiplie ces derniers jours les manifestations de colère. Oui, effectivement, mardi, un convoi de la MONUSCO en provenance de Rumangabo a été pris pour cible par la population à un point de contrôle des forces armées congolaises à quelques kilomètres de Goma. Un camion a été brûlé en signe de colère car pour la plupart des habitants de l'Est, le sentiment d'abandon est grand. La veille, lundi, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues de Goma à l'appel de la société civile. Tous ont dénoncé le Rwanda et son président Paul Kagame, accusé de soutenir le M23. Des accusations que Kigali a toujours démenties. Des manifestations ont aussi éclaté à Bukavu et comme à Goma, les manifestants scandaient des chants pour demander aux autorités congolaises d'armer les civils pour se défendre, car de plus en plus d'habitants de l'Est du pays remettent en cause les capacités des forces armées congolaises à faire face au M23. Aujourd'hui, le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, a fait le déplacement à Goma pour faire, selon les autorités, l'inspection
l'évolution des opérations militaires sur le terrain et montrer la volonté du gouvernement à reprendre le contrôle dans l'est du pays. Une reprise de contrôle qui passe notamment pour les autorités congolaises par le déploiement des forces kenyanes. Après avoir été réticent, le Kenya a finalement confirmé que ses troupes sont prêtes à être envoyées au Congo dans le cadre de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. Reste maintenant à déterminer le calendrier de ce déploiement et à régler l'épineuse question du financement de cette force régionale. Voilà, et ça, on en reparlera tout à l'heure avec notre correspondant à Nairobi. Merci beaucoup, Aurélie Bazara-Kibangula, depuis Kinshasa. Donc voilà un peu pour le tableau, ce qui se passe en ce moment. Pierre Boisselet, avant qu'on revienne sur ces accusations qui visent Kigali, j'aimerais que vous reveniez sur les débuts de cette offensive du M23, offensive qui a repris le 20 octobre dernier. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? Alors, c'est assez difficile de savoir avec précision quel était l'élément déclencheur. D'ailleurs, on ne sait pas exactement qui a repris les affrontements. Dans ce genre de circonstances, c'est toujours très difficile d'en être certain. On peut formuler quand même quelques hypothèses. Alors, dans les jours qui ont précédé la reprise de ces affrontements, les autorités congolaises, notamment par la voix de Serge Tshibangu, qui est chargé des négociations avec les groupes armés, avait dit on ne négocierait pas. Il avait dit une nouvelle fois, mais c'était la première fois depuis quelque temps, qu'on ne négocierait pas avec le M23 et que, donc par conséquent, notamment, il ne devrait pas être convié à la nouvelle réunion qui devait se tenir à Nairobi le 4 novembre. Donc ça devait être demain, mais ça a été reporté de 15 jours. Et voilà, on sait que le M23, depuis plusieurs mois maintenant, demande des négociations directes avec le gouvernement congolais. Donc ça a pu être un des facteurs déclencheurs. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça fait aussi plusieurs semaines, plusieurs mois que les autorités congolaises se sont donné pour objectif de reprendre du territoire au M23 et notamment le poste frontière de Bunagana qui a été évoqué par Aurélie Bazara-Kibangula. Et donc, il y avait aussi une volonté probablement d'en découdre du côté des autorités congolaises. Mais ce qui est certain en tout cas, c'est que les affrontements ont clairement tourné à l'avantage du M23. Depuis le 20 novembre, cette rébellion a quasiment doublé le territoire qu'il contrôlait et a pris effectivement des endroits stratégiques du territoire de Rutshuru au nord Kivu. Bob Kabamba, comment expliquer cette déroute de l'armée congolaise ? Malheureusement, merci pour la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'armée congolaise est tout aussi dans l'état que se trouve l'État congolais en général, puisque l'armée congolaise est une armée composée de différents groupes armés, et ces différents groupes armés n'ont jamais pu constituer un seul groupe, un seul corps. Malheureusement, c'est là où on en est. Voilà, un petit problème de liaison avec Bob Kabamba. Doudou Sidibé, je vous pose la question. Pourquoi cette déroute de l'armée congolaise face au M23 aujourd'hui ? Comme le disait tout à l'heure mon collègue, l'armée congolaise est très 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 fragile. Même aidée par la MONUC, l'armée congolaise n'a jamais réussi à éradiquer cette rébellion qui sévit dans les Kivu, et qui depuis très longtemps, disons que c'est la résultante d'un conflit qui a été mal terminé en réalité. Parce que depuis le conflit, le génocide rwandais, qui s'est déporté sur le territoire congolais et puis qui a amené des conflits successifs, il y a eu des négociations, notamment avec les groupes armés, et Laurent Kunda, on se souvient de lui, s'était désolidarisé des accords et avait créé un groupe qui s'appelait le CNDP, le Congrès national pour la défense du peuple. Et aujourd'hui, quand Laurent Kunda a été capturé et emprisonné au Rwanda, le M23 a été créé sous les cendres du NDMP. Voilà. Et aujourd'hui,
ce genre de groupe devrait être combattu. On les appelle des spoilers, c'est-à-dire ce sont des groupes qui émergent après les accords de paix. Maintenant, l'armée congolaise a laissé traîner. Ce groupe a repris des forces et aujourd'hui est en train de créer des problèmes à l'armée congolaise qui n'a jamais contrôlé cette partie du pays. Et la communauté internationale et Kinshasa accusent Kigali de soutenir ce groupe rebelle du M23. L'ambassadeur du Rwanda, d'ailleurs, était expulsé de RDC. C'était ce week-end. On va écouter à ce propos le chef de la diplomatie congolaise. Il était l'invité du Journal de l'Afrique hier soir sur France 24. Un groupe d'experts commis par les Nations Unies elles-mêmes a fait un rapport qui a été déposé en bonne et due forme et qui l'atteste. Est-ce qu'il y a encore de doutes? Dès lors que M. le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et Mme la représentante spéciale du secrétaire général en RDC, ces deux hautes autorités des Nations Unies, ont affirmé qu'en fait, le M23, dont on nous dit qu'il se bat contre le FARDC, est une armée conventionnelle, et une armée puissamment armée de sorte que les forces de la MONUSCO ne peuvent pas la braver. Le président Kagame lui-même, à la tribune des Nations Unies, au mois de septembre dernier, dans le cadre de la 77e session de l'Assemblée générale, sans argument, s'est contenté de dire qu'il n'y a plus de récrimination à faire. Maintenant, allons vers une solution qui est possible. Et enfin, vous savez que toute la communauté internationale, en tout cas toutes les institutions internationales qui se sont penchées sur le dossier, ont demandé à la RDC de négocier. Chef de la diplomatie congolaise, ça c'était hier soir. Pierre Boisselet, Kigali nie fermement être impliqué et soutenir le M23, même s'il y a eu un rapport de l'ONU aussi qui affirme le contraire. À quoi joue le Rwanda dans ce qui est en train de se passer à l'est de la RDC? Bon, d'abord, personnellement, j'ai le sentiment que le Rwanda nie peut-être un peu moins fermement ces derniers temps cette implication, même si elle reste sur un démenti. Il y a aujourd'hui beaucoup de sources, vous avez cité le rapport de l'ONU, mais il y a aussi beaucoup de sources, notamment diplomatiques de l'ONU, de différents pays, qui affirment aujourd'hui que le Rwanda est impliqué, et notamment dans cette dernière phase offensive. Le porte-parole du département d'État américain l'a aussi affirmé. Donc, voilà, c'est assez difficile de savoir quelle est la raison fondamentale, mais cette implication semble aujourd'hui assez bien avérée. Alors, c'est certain qu'il y a une sympathie du pouvoir rwandais à l'égard du mouvement du 23 mars. Et c'est aussi probable qu'il y a eu un certain nombre de difficultés qui ont été rencontrées entre le président Félix Tshisekedi et son homologue Paul Kagame. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui est à l'origine de l'escalade, mais très clairement la reprise, la résurgence du M23. Un petit problème de... On a un peu de mal à vous entendre, Pierre Boisselet. On vous retrouvera tout à l'heure. Bob Kabamba, on vous retrouve. Pour continuer à parler de ces relations justement entre Kinshasa et Kigali, jusqu'où peut aller cette brouille? Je le disais, l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa a été expulsé le week-end dernier, alors que Kigali est accusé de soutenir ce mouvement rebelle. Est-ce qu'il y a un risque que ça dégénère entre les deux pays? Oui, il y a un risque que ça dégénère, madame, puisqu'on a déjà connu ça dans l'histoire, c'est qu'on a toujours des conflits, qu'on appelle des conflits locaux, qui ont des répercussions au niveau régional. Et lorsque le niveau régional prend le pas sur le local, on a l'implication des États. Et quand on a l'implication des États, on a l'implication des armées étatiques. Donc il ne serait pas étonnant que dans les prochaines semaines, que vu la situation continue d'être bloquée, que le Rwanda soit obligé de pouvoir intervenir
directement sur le territoire congolais. Et là, nous allons assister véritablement à un affrontement entre l'armée congolaise, d'une part, et d'autre part, l'armée rwandaise avec le M23. Mais aussi, il faut souligner que quand on parle du lien entre le M23 et l'armée rwandaise, il ne faut pas oublier que la partie que le M23 occupe, c'est la partie frontalière avec l'Ouganda. Ce n'est pas avec le Rwanda. Donc, Bunagana, c'est à la frontière avec le Rwanda, non, pardon, avec l'Ouganda. Et même l'autre frontière, la deuxième frontière, le poste frontalier qui a été pris par le M23, c'est aussi un poste avec la frontière avec l'Ouganda. Et là aussi, il faut être attentif par rapport au jeu qui va se jouer entre, d'une part, le Rwanda et l'Ouganda, par rapport au rapport que tous les deux pays, Ouganda-Rwanda, vont avoir avec le Congo, surtout avec le régime de Félix Tshisekedi. Doudou Sidibé, il y a un risque que ça dégénère au niveau régional ? Oui, il y a des risques parce que si les forces armées rwandaises traversent la frontière pour continuer à soutenir, comme on le dit, le M23, forcément le gouvernement congolais ne l'accepterait pas, sera forcément obligé de réagir. Et ça peut créer un conflit régional, hein, comme on en a vu il y a quelques années de cela, hein, et ce serait dommage. Et là, il faut peut-être prôner une certaine coopération, parce que c'est déjà arrivé, parce que Laurent Nkunda, qui a enfanté ce mouvement-là, était aussi la cause il y a quelques années. Et les deux pays ont coopéré pour pouvoir prendre Laurent Nkunda et l'amener en prison. Je pense que les deux pays peuvent réitérer cela pour éviter un conflit entre eux. En tout cas, pour l'instant, le M23 est donc tout près de la ville de Goma et les civils sont les premiers à payer le prix de cette avancée. En 11 jours, ça c'était en début de semaine, l'ONU annonçait que ces combats avaient fait quelques 50 000 déplacés. On va regarder à ce propos le reportage de notre correspondante tourné il y a quelques jours et puis on en reparle après. C'est une école transformée en site d'accueil. À une dizaine de kilomètres de Goma, le site de Mbonga accueille près de 20 000 hommes, femmes et enfants. Tous sont venus se mettre à l'abri des tirs et des bombardements. Sur chaque visage, la peur, mais aussi la fatigue. Je suis venue de Kanombe. J'ai fui la guerre entre le M23 et l'armée. Ils s'affrontaient dans notre village. Nous avons entendu beaucoup de tirs et nous avons fui vers Rougari. Mais la situation s'est aggravée. Nous avons été obligés de fuir à pied pour venir ici. Dans l'urgence, cette agricultrice n'a rien emporté avec elle. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous n'avons pas encore trouvé de la nourriture. Les enfants tombent malades. Parfois, nous les amenons au centre de santé, mais à cause de la guerre, ils guérissent difficilement. Ils ne sont pas en bonne santé. Nous dormons très mal. Les humanitaires sur place se disent préoccupés par la poursuite des combats. Chaque jour, de nouvelles familles arrivent sur le site pour se réfugier. Nous ne savons pas où nous allons diriger les déplacés, ni ce qu'ils vont manger. La situation est vraiment très précaire. Les conditions de vie sont déplorables. Nous avons déjà enterré 14 personnes et d'autres déplacés viennent d'arriver. Nous avons peur car nous allons continuer à enterrer d'autres personnes. Depuis la reprise des combats, c'est une véritable marée humaine qui déferle sur Goma. En une semaine, près de 40 000 Congolais se sont déplacés selon les Nations Unies. Les autorités congolaises, mais aussi le groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC accusent le Rwanda d'appuyer le M23. Kigali continue à nier tout soutien à ce groupe armé. Et Raphaël Piret, représentant de Médecins sans frontières en RDC, nous a rejoint. Raphaël Piret, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. On vient de le voir dans le reportage, la situation est extrêmement compliquée pour les civils. Ils sont les premières victimes de ces combats. Effectivement, bonsoir. Effectivement, ce qu'on constate, c'est des nouveaux déplacements massifs de population. Il faut savoir qu'il y avait déjà plus de 200 000 personnes déplacées ces derniers mois dans le cadre de cette crise et des affrontements. Certains aux alentours du territoire de Rutshuru où ont lieu les combats, d'autres plus au sud, vers Goma. Et depuis l'intensification des combats fin octobre, on constate que de nombreuses personnes quittent leur village ou désertent les camps de déplacés dans le nord pour se diriger vers le sud, plus près de Goma. Par exemple, à Kanyaruchinya, à une dizaine de kilomètres au nord de Goma, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont arrivées pour se mettre à l'abri dans des sites informels.
Cette localité accueillait déjà des dizaines de milliers de déplacés depuis plusieurs mois et les conditions de vie étaient déjà extrêmement précaires, comme vous l'avez vu dans le reportage. L'arrivée d'une nouvelle vague de personnes déplacées accroît encore significativement les besoins. Il faut s'imaginer la situation pour ces gens. En l'espace de quelques jours, c'est des milliers qui arrivent, qui viennent s'installer dans des sites collectifs, comme vous l'avez vu dans des écoles ou des églises. Mais mes collègues me le disaient encore cet après-midi, le plus souvent, ils se retrouvent dans des abris de fortune construits à la hâte avec des branchages, des feuilles d'eucalyptus qu'ils ont ramassées sur la route ou dans les forêts avoisinantes. Tout ça après avoir marché pendant des heures et des heures pour arriver jusque-là. Les chiffres ne sont pas encore très clairs, mais ce qui est clair, c'est que ces familles n'ont rien pu emporter quasiment, juste le strict nécessaire dans leur fuite. Beaucoup étaient déjà des personnes vulnérables, vu qu'elles étaient beaucoup étaient déjà déplacées. Elles manquent de tout, d'abri, nourriture, eau, latrines, articles de première nécessité. Et ces besoins qui sont vitaux sont encore largement ne sont encore pas du tout couverts en fait. Et comme ces gens n'ont pas accès à leurs champs, ils n'ont pas accès à des sources de revenus, ils dépendent entièrement de l'aide humanitaire. Est-ce qu'il y a justement une aide humanitaire internationale qui vous parvient en ce moment ? Bon, alors, les besoins, ils explosent. Ils explosent dans le centre de santé, justement à Kanyaruchinya, par exemple. Nos équipes qui appuient le centre de santé constatent que les consultations sont passées de 80 à 180 par jour. Vu le manque, effectivement, de réponses déjà depuis ces derniers mois, on avait aussi lancé une activité d'approvisionnement en eau. On a doublé ce week-end la capacité. Pour être franc, les besoins, ils sont énormes. La promiscuité, la saison des pluies qui a lieu pour le moment provoque des risques d'infections respiratoires, des risques de choléra, de paludisme. Et je vous avoue qu'on déplore un peu une lenteur de la mobilisation. Déjà avant ces derniers affrontements, certains acteurs sont sur place. Le CICR, le PAM a fait quelques distributions, mais on est encore très loin de répondre à l'ensemble des besoins. On espère que les intentions qui se manifestent pour le moment vont se traduire en action. On est à quelques kilomètres seulement de Goma, où de nombreux acteurs humanitaires sont basés. Ce serait juste incompréhensible que la réponse ne soit pas à la hauteur. Merci beaucoup Raphaël Piret pour votre témoignage, pour la situation humanitaire sur place extrêmement compliquée. Puis hier, des milliers d'habitants du Nord Kivu ont manifesté leur colère contre cette guerre. On va écouter quelques réactions et puis on va continuer à en parler évidemment. Nous sommes également préoccupés de voir qu'après 10 ans, nous revenons au cycle de départ avec les mêmes rebelles, les mêmes protagonistes. Pourtant, on était sûr qu'on avait l'espoir de vivre la paix durable. Mais hélas, nous demandons à nos autorités de pouvoir renforcer l'effectif des FARDC pour que l'option militaire puisse mettre fin à ces cycles de violence. S'il y a des négociations, ce n'est pas grave. Et sinon, qu'ils utilisent la force. L'essentiel pour nous est de retrouver la paix. Nous avons besoin de reprendre nos activités et que nos enfants grandissent enfin dans la paix et la sécurité. Vivant à l'est de la RDC est victime de multiples agressions du Rwanda et de l'Ouganda. Sous la bénédiction de grandes puissances, essentiellement les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France et les autres pays, venons par la présente manifestation exprimer au monde entier notre ras-le-bol sur ce que nous qualifions d'injustice et de discrimination internationale contre les Congolais que nous sommes. Doudou Sidibé, les Congolais, ils en ont marre de cette situation. Là, on n'a pas vu sur ces images, mais dans les manifestations, notamment hier, certains avaient des photos du président russe, de Vladimir Poutine. Ils appellent la Russie à l'aide. C'est finalement pour un appel au secours, alors que la communauté internationale est impuissante aujourd'hui ? C'est peut-être pas la solution d'appeler les Russes. Je pense que... C'est une marque de désespoir ? Oui, un peu de désespoir, mais si on entend les manifestants dans le reportage, l'appel des manifestants, ils souhaitent peut-être que la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis puissent venir les aider. Hein. Mais ils ont tout à fait raison, parce que ce sont des conflits qui durent depuis très longtemps. Et que le gouvernement congolais n'arrive pas, ni l'ONU également, qui a sa force là-bas, l'une des plus grandes forces de l'ONU, et qui n'arrive pas à venir à bout de ces rebelles.
il y a des problèmes de sécurité parce que les populations veulent vaquer à leurs occupations, veulent aller au marché vendre, veulent aller dans les champs, veulent aller dans les cérémonies, etc. Ou vivre normalement, tout simplement. Mais elles n'y arrivent pas parce que tout simplement, il y a des rebelles qui viennent d'Ouganda ou de Rwanda ou qui habitent dans ces contrées, mais qui sont en connivence avec d'autres qui sont à l'étranger. Et que ces populations ne demandent qu'une chose, c'est vivre normalement. Voilà, être en paix, en sécurité. Bob Kabamba appelait Moscou à l'aide lors de ces manifestations. C'est un aveu d'échec pour l'ONU et pour les Occidentaux ? Il faut bien se rendre compte qu'on assiste depuis quand même plusieurs mois à un changement, ce qu'on pourrait appeler un changement de paradigme au niveau de la jeunesse africaine. C'est qu'on est véritablement déçu des relations qu'il y a eu entre l'Occident et les pays africains et on essaye de trouver d'autres alternatives, d'autres discours. Or, Moscou, Pékin, etc., ont des discours qui parlent à cette jeunesse et ont des discours et qui répondent, entre guillemets, qui prétendent répondre aux attentes de cette jeunesse. Du côté occidental, on n'entend pas vraiment ce discours des jeunes et qui demandent à ce qu'on puisse changer les rapports qu'il y avait entre les pays africains et les pays occidentaux. Et on se tourne vers quoi? On se tourne vers ce que l'on pense être pouvoir amener une meilleure réponse, une bonne alternative par rapport à ce qu'on est en train de vouloir entreprendre. Malheureusement, c'est ça que l'on est en train d'assister de plus en plus. Et ce courant anti-Occident est en train de gagner eux aussi le Congo, et pas que le Congo, mais d'autres pays. Voilà. Pierre Boisselet, je voulais vous faire réagir. Donc, des appels au secours de la part de la population. Et ces derniers mois aussi, les forces de l'ONU qui ont été prises pour cible par la population. Quel avenir il y a pour la MONUSCO 23 ans après son arrivée en RDC, on a l'impression que la situation finalement ne s'est pas du tout améliorée. C'est un échec. Ah oui, clairement. En tout cas, bon, je ne pense pas que la MONUSCO soit la seule responsable. Mais en tout cas, ces dernières années, effectivement, on a vu une dégradation progressive et presque permanente de la situation dans l'Est de la RDC. Donc, effectivement, ça a créé d'immenses frustrations dans la population congolaise, bien sûr. Et donc, on a vu effectivement ces mouvements qui s'en sont pris à la MONUSCO, qui est accusée d'être incapable, inefficace. Et donc, voilà, c'est essentiellement de la frustration qui je dirais, déverse vers cette mission. Alors, effectivement, son avenir aujourd'hui est un peu incertain. On sait qu'il y a un plan de retrait, mais qui théoriquement devait prendre encore plusieurs années. Il est possible que ce soit progressivement accéléré. Ça dépendra peut-être notamment de la capacité des pays de l'Afrique de l'Est à proposer une force alternative. Le Kenya, en tout cas, a confirmé hier mercredi que ses troupes étaient prêtes à être envoyées en RDC pour rejoindre la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. On va écouter le président kényan, William Ruto, et puis on va partir à Nairobi dans un instant. La situation dans l'Est de la RDC reste instable sur le plan opérationnel et même sur le plan diplomatique. Depuis des années, la paix échappe à la RDC en raison de l'insécurité causée par les groupes armés et les rebelles qui continuent de s'en prendre aux forces de sécurité et aux populations civiles. Cet état d'insécurité est une préoccupation majeure pour l'humanité et pour notre région. À la suite de l'invitation de la RDC, le déploiement d'une force régionale pour la paix et l'activation de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est pour prévenir le conflit est donc légitime, urgent et nécessaire. Bastien Renouille, vous êtes notre correspondant au Kenya, on vous retrouve à Nairobi. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette force envoyée par le Kenya? L'annonce a donc été faite hier, mercredi.
Eh bien, pour tout vous dire, j'ai assez peu d'informations officielles puisque les autorités kenyanes refusent de communiquer sur le nombre de militaires ou sur les armes qui vont être employées dans l'est de la République démocratique du Congo, et ce officiellement pour des raisons de sécurité. Alors, si on se fie aux documents qui ont été signés par les différents membres de la communauté est-africaine, eh bien, 2 bataillons kenyans devraient être déployés. Cela signifie qu'il y aura entre 600 et 2000 soldats kenyans. Vous voyez, c'est une fourchette assez large qui seront envoyés dans l'est de la RDC. Hier matin, durant la cérémonie qui a eu lieu à Nairobi, il y avait plusieurs centaines de soldats présents, il y avait des camions, des véhicules blindés, mais impossible de dire combien seront envoyés dans l'est du Congo. Ce que je peux vous dire avec un peu plus de certitude, c'est que les troupes kenyanes vont devoir traverser l'Ouganda pour se rendre en RDC, où elles devraient arriver dans la ville de Bunagana, à la frontière avec l'Ouganda. C'est une ville qui est contrôlée par le M23, l'une des toutes premières à avoir été prise par le groupe rebelle, et les militaires kenyans devraient intervenir sur place. Selon les informations, il y a déjà d'ailleurs 200 militaires qui sont présents depuis plusieurs semaines sur le terrain pour organiser la venue de leurs collègues qui devraient partir très bientôt de Nairobi. Quelles seront les attributions de ces militaires sur place? Eh bien, il y a 4 points différents qui ont été négociés dans les accords signés par la communauté est-africaine, à savoir permettre le déploiement d'une aide humanitaire pour les civils qui en auraient besoin, assister les forces armées congolaises, combattre les groupes rebelles et ensuite aider au désarmement et à la démobilisation de ces groupes rebelles. Combien de temps cela va-t-il prendre? Impossible de le dire pour l'instant. Le mandat des forces kenyanes est de 6 mois, mais il pourra bien évidemment être renouvelé si besoin. Et cette force régionale est-africaine, Bastien, elle est déjà déployée. Hein. Les Burundais, les Ougandais, ils sont déjà sur le terrain. Tout à fait, oui. Au total, 4 pays devraient envoyer des troupes sur place. Un bataillon sud-soudanais, on ne sait pas encore où est-ce qu'il va être déployé. 2 bataillons ougandais, 2 bataillons burundais et encore 2 bataillons kenyans. Alors, les burundais sont déployés dans le sud Kivu. Ils combattent des rebelles burundais qui sont déployés dans cette région de l'est de la RDC. Les ougandais, eux, sont présents dans la région de Beni, au sein de la forêt et du parc national des Virunga. Ils combattent le groupe rebelle islamiste des ADF. J'étais d'ailleurs il y a quelques mois de cela en compagnie des militaires ougandais dans la traque de ces ADF, et je peux vous dire que bien leur action sur le terrain est un petit peu critiquée, car il y a des combats certes, mais ils ont tendance à plus repousser les ADF qu'à les capturer, qu'à les neutraliser, et certains Congolais bien se plaignent que ces troupes ougandaises essaient de les repousser le plus loin possible de la frontière avec l'Ouganda, et ce pour permettre le rétablissement des relations commerciales entre la RDC et l'Ouganda, mais qui ne cherchent pas vraiment à les neutraliser. Alors vous voyez, 3 forces différentes qui sont présentes en RDC, déjà au niveau des pays est-africains, le Kenya, l'Ouganda, le Burundi, chacun avec des objectifs différents. Alors la question va être maintenant de savoir s'ils vont se coordonner pour tenter d'attaquer ensemble les mêmes groupes, comme le M23 qui sévit en ce moment non loin de Goma. Vous en avez parlé durant tout le long de cette émission. Pour l'instant, impossible de le savoir. Le président burundais, Evariste Ndayishimiye, qui est le président en exercice de la communauté est-africaine, a appelé ses homologues de toute la région hier pour leur demander d'organiser le plus rapidement possible une réunion d'urgence avec les états-majors des différentes armées, et ce probablement pour se coordonner et ce pour avoir une réponse plus efficace contre ces groupes armés. Merci beaucoup Bastien Renouille, notre correspondant à Nairobi au Kenya. Doudou Sidibé, est-ce que cette force est-africaine, elle peut changer la donne sur le terrain? Absolument. Si cette force coordonne bien, c'est-à-dire les différents pays qui composent cette force coordonnent bien leurs actions, ces pays peuvent venir à bout de ce mouvement rebelle. Parce que la différence avec la MONUC, c'est que la MONUC est composée de soldats qui ne connaissent pas très bien le terrain. En tout cas, tous. Pas tous. Ceux qui viennent de pays assez lointains, il y a des Pakistanais, des Bangladais qui viennent au Congo pour combattre le M23. Et la population aussi a du mal à les accepter, à accepter leur présence. Absolument. Mais une force africaine peut faire la différence. Parce que connaissant mieux le terrain et puis pouvant dialoguer aussi avec la population pour avoir des informations sur les mouvements aussi du M23. Bob Kabamba, cette force africaine, elle peut faire la différence? Bob Kabamba, est-ce que cette force africaine, elle peut faire la différence?
Voilà, problème de liaison avec Bob Kabamba. On essaiera de le retrouver un petit peu plus tard. Pierre Boisselet, est-ce que cette force africaine, je vous pose la question à vous, est-ce qu'elle peut faire la différence sur le terrain aujourd'hui? Alors, ça dépend ce qu'on appelle faire la différence. On sait que l'Est du Congo connaît des conflits de manière presque continue depuis presque 30 ans maintenant. Nous avons recensé plus de 120 groupes armés différents dans tout l'Est du Congo. Donc, je pense, si on pense que la force d'Afrique de l'Est pourrait résoudre tous ces problèmes, je suis un peu dubitatif. Peut-être ce qu'elle peut faire, et notamment éventuellement le contingent kenyan dont on parle, c'est agir sur les crises qui sont vraiment aiguës en ce moment, et notamment celle du M23. En fait, je pense que on sait que Félix Tshisekedi avait une relation très étroite avec l'ancien président Kenyatta, et je pense que confronté à la menace du M23 qui, comme on l'a dit, ne peut pas, en tout cas à laquelle l'armée congolaise n'arrive pas à faire face, il y a eu cette idée de faire appel à l'armée kenyane. Entre-temps, en fait, il y a eu une élection au Kenya et le nouveau président n'est pas forcément celui dont Kenyatta était le plus proche. Et donc, il y a encore beaucoup de questions qui restent à régler, notamment celle du financement de cette force, on a dit celle de son ampleur, etc. Mais voilà, je pense que c'est plutôt dans ce cadre-là d'être présent sur le terrain face au M23 et peut-être d'avoir une présence qui permette de peser davantage dans les négociations au niveau régional que ça pourrait avoir une contribution. Doudou Sidibé, en l'espace de 48 heures, le président William Ruto, d'abord réticent à envoyer des soldats, finalement il a décidé d'engager, on l'a vu avec notre correspondant, un contingent dans l'est de la RDC. Pourquoi ce changement? La situation elle était vraiment urgente? Oui, en fait, je pense que c'est dans le cadre de la communauté des États de l'Est et que le Kenya doit venir en solidarité, même si le Kenya n'est pas directement impacté, parce qu'entre le Kenya et la RDC, il y a l'Ouganda, mais le Kenya doit aider un pays qui est en difficulté et qui appartient à cette communauté. Donc je pense que si la RDC est déstabilisée, peut-être d'autres pays... Ça peut déstabiliser toute la région. Absolument, et amener un conflit régional, comme c'était le cas il y a quelques années, où plusieurs pays étaient impliqués, Burundi, Rwanda, Ouganda, Angola, tout ça. Et pour éviter une telle situation, le président kenyan se doit d'intervenir. Depuis Bruxelles, l'Union européenne a multiplié ce week-end les contacts avec Kinshasa, avec Kigali aussi, pour essayer d'arranger les choses. Les États-Unis ont fait pareil. Pierre Boisselet, on a l'impression que la communauté internationale, elle s'agite, mais finalement, elle ne fait pas grand-chose. Aujourd'hui, elle est surtout accaparée par le conflit en Ukraine. Oui, il y a certainement de ça. Effectivement, il y a des condamnations verbales de ce qu'il se passe sur le terrain, du M23, etc. Par contre, ce qu'on voit assez peu pour l'instant, c'est des pressions concrètes sur le Rwanda, qui, on l'a dit, est largement soupçonné d'appuyer le M23. Verbalement, les États-Unis ont condamné ce soutien. C'est probablement le pays qui allait le plus loin dans cette logique, mais pour l'instant, on ne voit pas exactement, on ne voit pas de véritable pression. Peut-être il faut rappeler que lors de la précédente crise du M23 en 2013, les États-Unis à l'époque avaient exercé des pressions très fortes sur le Rwanda et ça avait largement contribué à affaiblir le M23 jusqu'à sa défaite finale. Doudou Sidibé, un dernier mot. Il n'y a pas assez de pression de la part de la communauté internationale. Je pense aux Européens notamment. Il y a eu une certaine pression de la part des États-Unis, nous disait Pierre Boisselet, mais pas forcément des autres pays. Bon, je pense que le conflit ukrainien peut-être aujourd'hui prend le dessus, le temps qu'ils mettent pour régler ce conflit.
Et ce conflit du M23 se déroule dans une zone peut-être qui ne modifie pas réellement la géopolitique mondiale. Mais si on laisse courir, ça peut créer aussi d'autres problèmes, notamment des problèmes humanitaires qui pourraient aussi être difficiles à régler. Merci beaucoup. Merci Doudou Sidibé d'avoir été avec nous ce soir sur ce plateau. Merci Pierre Boisselet, vous étiez en direct de Goma. Et merci aussi à Bob Kabamba qui était avec nous et à Raphaël Piré, puis à nos correspondants à Nairobi et à Kinshasa. C'est la fin de ce débat. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.france24.com. Restez avec nous, l'information continue.